Implanté au sud de la ville, dans un quartier résidentiel, le collège Jacques Prévert bénéficie d'un cadre privilégié de 3,5 hectares, en partie paysager. À 2 pas des installations sportives de la ville et à proximité immédiate du centre, l'accès aux ressources locales est très aisé, mais ces ressources sont limitées. Un cinéma associatif, un jardin conservatoire, une bibliothèque municipale et des monuments historiques, dont la principale, la halle et l'abbatiale. La population de Saint-Pierre-sur-Dive, 3800 habitants environ, présente un revenu annuel moyen des plus bas, et la fermeture des dernières entreprises de taille moyenne a entraîné baisse de salaire, paupérisation visible des habitants. Les familles rencontrent des difficultés pour développer l'éducation culturelle des enfants, ainsi que l'éducation à l'orientation, le panel des professions observables sur le site étant très réduit. Sous vos yeux, la répartition des catégories socioprofessionnelles de nos élèves. Comme vous pouvez le constater, l'établissement est en bleu, l'académie en violet. Nous avons un taux de catégories socioprofessionnelles défavorisées très élevé, qui est plus de 20 points, souvent supérieur à la moyenne académique. À l'inverse, notre population favorisée, elle, est très faible, souvent plus de 15 points en dessous de ce qui est la moyenne de notre académie. De même, le taux de boursiers du collège est élevé et ça ne se modifie pas. Les années passant, le taux a plutôt tendance à augmenter, et même si on voit régresser tout doucement de 2008 à 2009, quand on ajoute les bourses départementales aux bourses nationales, on obtient un taux de boursiers qui n'est jamais inférieur à 37-38%. Le retard en entrée en 6e n'est pas un des éléments les plus graves. Ceci dit, on reste tout de même à un taux élevé, 7 rentrées-ci, à presque un quart de notre population. Les écoles primaires du secteur font un effort particulier pour limiter le nombre de maintiens au cours de la scolarité du primaire. Cela reste tout de même un taux encore élevé. Un des handicaps majeurs du collège demeure la présence à ses portes d'un collège privé de taille équivalente, qui offre par ailleurs aux familles de la ville une scolarité complète de la maternelle à la 3e sur un site unique. Je précise cela parce que l'offre publique, elle, est répartie sur 4 sites différents, une maternelle, 2 écoles primaires et un collège, d'un bout à l'autre de la ville. Cela signifie simplement pour les familles qu'il faut se déplacer 3 à 4 fois dans la journée pour aller prendre et rechercher les enfants. Collège privé donc qui draine, comme nos chiffres le montrent, la population la plus favorisée de la ville. Les élèves bénéficient au collège d'un cadre de travail de très grande qualité, tant du point de vue scolaire, dans l'équipement qui leur est fourni, que architectural, puisque nous avons, je vous l'ai dit, un collège dans un grand espace avec des bâtiments tout à fait de bonne qualité. Les données de notre établissement, donc sur les élèves rentrant en 6e, montrent leurs difficultés dans la maîtrise de la langue, principalement, puisque que ce soit pour les taux d'évaluation, les derniers que nous ayons sur l'évaluation 6e en 2008, que les évaluations CM2 de l'année 2011, montrent leur fragilité forte sur les compétences en langue française. Nos élèves sont un petit peu moins défavorisés sur les mathématiques. Ceci dit, la numération et tout ce qui est problématique numérique reste pour eux quelque chose de difficile à mettre en œuvre et à réussir. Les taux d'accès à la seconde générale demeurent un des plus bas du BEC et dénotent aussi d'un manque d'ambition scolaire des familles et très souvent des élèves eux-mêmes, qui ne croient pas en leur chance. La mixité sociale est donc très faible et la mixité ethnique inexistante. Par ailleurs, et ça c'est un des ressorts de notre expérimentation, l'implication des élèves dans les actions proposées au collège ne se dément pas. Qu'il s'agisse d'activités sportives, culturelles en lien avec les disciplines ou les temps forts du calendrier, les élèves du collège prennent plaisir à participer et montrent une véritable envie de voir plus loin que les portes de leur ville. Lors de ma prise de fonction en 2008, j'ai constaté l'existence de nombreux projets pluridisciplinaires. Certains étaient collationnés dans le dossier Pléiade, je ne sais si certains l'ont vécu. Donc notre collège a été élu au dispositif Pléiade, qui regroupait un ensemble de projets pluridisciplinaires culturels et qui bénéficiait d'une partie de financement. Ce projet Pléiade mettait en exergue les activités donc, du collège au niveau culturel, mais pas forcément tous les projets existants. Je pourrais en nommer certains, notamment autour des arts plastiques, beaucoup de projets, l'un sur Versailles avec l'histoire-géographie, le français, un autre sur Vieux-la-Romaine avec les lettres classiques notamment et le français là encore, Orsay, où les élèves de 4e vont tous les ans autour de l'histoire, le mémorial de Caen, où nous nous rendons aussi en 3e, des ateliers de slam avec des artistes extérieurs à l'établissement.
Et puis aussi un travail autour de la biodiversité dans un contexte d'art et de regard sur la nature, le land art qui a été pratiqué, qui se pratique en 5e au collège. Il était cependant nécessaire de construire des parcours culturels cohérents, c'était une de nos feuilles de route sur le contrat d'objectifs du collège, et de donner un cadre plus structurant et fédérateur à tous ces projets. Un autre des leviers du collège a été, et c'est sur cela que nous sommes ensemble appuyés, c'est sur l'implication forte des équipes pédagogiques dans leur envie de travailler ensemble et de faire avancer évidemment nos élèves. À l'issue du bilan d'étape du contrat d'objectifs du collège en avril 2010 et sur incitation de monsieur l'inspecteur Visset, j'ai demandé aux enseignants de réfléchir durant l'année scolaire 2010-2011 à une proposition d'expérimentation article 34. Particulièrement convaincu des apports des projets pluridisciplinaires dans la dynamique de classe, dans la motivation scolaire, dans l'amélioration des résultats, notamment à travers la réalisation du projet d'établissement, j'ai suggéré aux équipes les pistes de réflexion suivantes sur lesquelles ils ont amplement rebondi, vous allez pouvoir le voir tout à l'heure. La pédagogie de projet, les groupes de compétences et l'évaluation par les compétences, le décloisonnement disciplinaire et l'annualisation des temps de service, la validation et l'évaluation du socle commun de compétences et de connaissances dès la 6e. Dans le même temps, afin de répondre à la mise en œuvre du socle commun en fin de 3e dès cette année-là, 2 journées de formation ont été réalisées au collège. Cette formation que nous avons intitulée « Des savoirs aux compétences, de la notation à l'évaluation » s'est fort bien déroulée. Ces journées ont permis un travail d'équipe, de construction des enseignements autour et avec les compétences du socle, et a permis aux enseignants de se conforter dans leur démarche vers l'expérimentation. Volontaires, dynamiques, ces enseignants volontaires et porteurs de ce projet ont donc travaillé toute une année scolaire pour vous présenter l'expérimentation que voici. Bonjour à tous. Donc, Monsieur Marion, professeur de SVT au collège Jacques Prévert, et Monsieur Fouénard, professeur de lettres classiques. Nous étions tous les deux avec Madame Sierpinski lors de la réunion du contrat d'objectifs avec Monsieur Visset, et nous étions aussi partie prenante d'un certain nombre de projets qui préexistaient au collège. Et du coup, la possibilité de mettre en place une expérimentation autour de l'article 34, puisque c'est de ça dont il s'agit, nous a fortement intéressés. On est là aujourd'hui pour représenter l'équipe qui s'est engagée au sein de cette expérimentation dans le collège. Pour faire vite, le postulat de départ, donc c'est ce que Mme Sierpinski vient de vous indiquer, à savoir les CSP défavorisés, les projets préexistants, la réunion pour le contrat d'objectifs, des choses qui se mettaient en place dans les collèges aussi, comme le LPC, l'IDA, et puis l'éducation au développement durable. L'ambition de la réussite qui faisait partie d'un des mots d'ordre du projet d'établissement depuis un certain temps, l'ouverture culturelle des élèves, et puis le fait que nous, on avait aussi, du côté enseignant, envie de voir les choses se concrétiser officiellement, on va dire ça comme ça pour faire un raccourci rapide. Du coup, après cette réunion où M. Visset nous avait parlé de l'article 34 dont on ignorait l'existence, enfin pour ma part en tout cas, jusqu'à présent on est allé fouiller dans les textes. Je ne vais pas vous refaire une lecture des textes officiels, mais donc l'article 34 précise que le projet définit les modalités particulières de mise en œuvre, etc. etc. C'est ce que vous voyez sous vos yeux. Et donc, on s'est penché de manière un peu plus approfondie là-dessus dès le mois de mai de l'année dernière. Et puis, on va vous présenter ensuite comment le projet s'est construit. Un des textes qui nous a servi d'appui aussi, c'est l'arrêté du 12 mai 2010 qui présente aussi l'innovation comme une compétence à acquérir chez les enseignants. On parle souvent des compétences à acquérir chez les élèves. L'expérimentation, c'est aussi des compétences à acquérir et à asseoir chez les enseignants. Et donc, il nous semblait intéressant d'y faire référence ici. Donc, les conditions de cette expérimentation étaient simples, ce qu'on vous a déjà évoqué. On voulait lutter contre un problème récurrent, à savoir la perte de mobilisation et de motivation des élèves qui arrivaient en 6e et qui, finalement, perdaient de la motivation au fur et à mesure de leurs années au collège, malgré tous les travaux qu'on essayait de mettre en place et les projets qui étaient déjà existants. Le manque de lisibilité du parcours scolaire aussi pour les élèves comme pour leurs familles. Et donc les conditions pour que cette expérimentation soit mise en place étaient d'abord qu'on soit tous d'accord pour la mettre en place au sein de cet établissement, parce que, vous devez le savoir, c'est suffisamment de travail la mise en place d'une expérimentation, tant pour la partie administrative que la partie pédagogique, pour qu'on puisse faire l'économie d'un accord commun.
Il fallait un projet qui tienne la route, on n'allait pas expérimenter pour expérimenter. Il fallait l'accord du CA et donc des familles, l'accord de l'inspection académique qui nous a été donné le 7 juillet pour un projet qui commençait en septembre. Et nous l'avons obtenu. Et on l'a obtenu. Et puis des possibilités organisationnelles en termes horaires et puis gestion des emplois du temps. Oui. Nos objectifs principaux au départ étaient de respecter les programmes disciplinaires, bien entendu, dans chacune des disciplines impliquées dans le projet. Je précise, il n'y a aucune dérogation au programme sur l'article 34, on pouvait le faire, on ne l'a pas fait. Les programmes scolaires sont respectés intégralement. Dans toutes les disciplines. Nos objectifs, ils sont déjà cochés parce que ceux-ci ont déjà été atteints à la fin du second trimestre. C'était la validation du palier du socle pour l'intégralité des élèves de la classe expérimentale. Il s'agit d'une 6e, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Ce qui a été fait à l'issue du second trimestre. Oui. La majorité d'entre eux étaient validés à l'issue du premier, mais il en restait quelques-uns à valider au second et nous y sommes parvenus. Alors je précise qu'on avait des élèves bien sûr validés en sortant de CM2. On parle des élèves qui n'étaient pas validés en sortant de CM2 au palier 2. Bien sûr. Commencer à valider des items du palier 3 et puis mesurer assez régulièrement l'implication des élèves au sein du projet, ce que nous continuons à faire au fur et à mesure de l'année. Voilà quelques-uns de nos élèves au lancement du projet. Et voilà dans les faits à quoi ressemble l'emploi du temps. Donc là, il va peut-être vous falloir quelques précisions. Oui, vous les apportez. Oui. Donc la construction de l'emploi du temps part tout d'abord de l'acceptation par les enseignants d'une annualisation d'une partie de leur temps de service. Je ne sais pas si vous y reviendrez après, je ne crois pas. On a dégagé 6 heures hebdomadaires. Chaque enseignant a dégagé 1h30 à une demi-heure de son temps hebdomadaire de travail et l'a mis au pot commun du projet. Grâce à ces 6 heures, plus l'heure de M. Rican, documentaliste, mais qui n'est pas une heure officielle, puisqu'il n'y a pas d'horaire de 6e en documentation. Au collège, les 6e, on bénéficie tous d'une heure par groupe de documentation au CDI. Donc les 6 enseignants et le documentaliste ont mis au pot commun des heures. Je prendrai par exemple le français 1h30, les mathématiques 1 heure, les sciences de la vie de la Terre 1 demi-heure, 1 heure en anglais. L'heure d'art plastique est intégralement dans le projet, elle n'est plus à l'emploi du temps, vous pouvez le constater. Et j'oublie... Non, l'histoire et géographie, 1 heure. Ces 6 heures ont donc été collectées et réintroduites dans l'emploi du temps des élèves tout au long de l'année sur 2 fois 3 heures, mercredi matin, vendredi après-midi. Dans l'emploi du temps, cela signifie 7 enseignants alignés en barrette sur le mercredi matin et le vendredi après-midi, puisque M. Fouinard et M. Marion vont vous les présenter. L'expérimentation part de 3 projets, 1 par trimestre, qui vont donc être développés par l'un ou l'autre des enseignants. Enfin, plusieurs d'entre eux d'ailleurs à chaque fois. L'un des autres... Alors, pour la construction des emplois du temps, ça a évidemment posé quelques soucis en termes de mise en place, mais nous y sommes arrivés, j'y suis arrivé et je pense que ça fonctionne bien pour les élèves et pour les enseignants. Autre point de départ, toutes nos classes ont toujours été, comme toutes les classes de collège, hétérogènes bien sûr, mais homogènes entre elles, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir les classes les plus semblables, hein, sans classe de niveau, on brasse les élèves par rapport, cette année, entre autres, à leur livret de compétences palier 2. Donc c'est à partir de cela que nous avons fait nos classes cette année en 6e. Et la classe expérimentale a été tirée au sort. Tout simplement, de manière à ce qu'il n'y ait pas de... Voilà, j'ai mis les noms des classes dans un chapeau et j'ai tiré la classe de 6e B. On partait aussi, bien évidemment, de l'acceptation par les enseignants de flexibilité, puisque lorsqu'ils sont dans une phase où ils ne sont pas dans le projet, eh bien, ils ont un peu 1 heure ou 1 heure et demie de cours de moins dans la semaine, et ça sur toute l'année scolaire. Ceci dit, lorsqu'ils sont dans les projets, et au temps où ils participent au projet, ils ont 6 heures en plus, 3 ou 6 heures en plus. Alors 6, c'est assez rare dans le calendrier, vous essayez quand même d'avoir 3 heures. Si en co-animation ça vous arrive avec monsieur Monteau, mais toutes les heures donc, qui ont été prélevées à la classe de 6e B sur l'année sont réinjectées intégralement de la première à la dernière dans les heures de projet. Il n'y a pas de perte horaire pour les élèves en termes de temps. En revanche, les enseignements sont différés puisqu'évidemment 1h30 de français en moins au premier trimestre, puisque M. Fouinard ne participe pas au projet 1 mais participe au projet 2 et 3. On verra les répercussions que ça peut avoir, on est assez content là-dessus. Et puis l'ambition pédagogique toujours, de faire réussir nos élèves et comme le disait M. Fouinard, de leur donner envie de continuer, de ne pas les voir s'éteindre à la fin de la 6e et puis plouf, d'être amorphes en attendant que le temps passe, comme cela arrive souvent, mais de leur donner vraiment envie de se projeter, de se dire ouais, l'école ça peut être quelque chose qui donne envie de se battre, de résoudre des choses, de se poser des questions, de travailler autrement.
voilà, on est vraiment sur ce postulat-là. Et je vous rends la parole, monsieur. Donc maintenant qu'on a dégagé du temps, j'imagine que vous êtes très impatient de savoir ce qui se passe sur ces 6 heures de projet qui sont en vert sous vos yeux. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est réunis en juin, toute l'équipe volontaire pour la future classe expérimentale, la 6e B en l'occurrence, et on a croisé nos programmes, toutes disciplines confondues, toutes disciplines participant au projet, afin d'essayer d'y trouver des points communs qui pouvaient permettre la mise en place de situations complexes, puisqu'on voulait partir de tâches complexes et de situations de problèmes, pour que finalement les cours disciplinaires soient des temps d'apport de connaissances nécessaires à l'avancement du projet et aux réponses aux questions que posait le projet. Donc pour le premier trimestre, par exemple, la thématique c'était l'objet et le vivant. Donc, le projet a un autre titre, hein, ça c'est la thématique enseignant. Pour les élèves bien entendu, il s'appelait Gaïa 5, donc vous allez découvrir ça tout à l'heure. Il mêlait les SVT, l'anglais, les arts plastiques et la documentation. Et au sein des cours de l'emploi du temps, les élèves trouvaient des connaissances qui allaient leur être utiles à la résolution des problèmes de projet. Et ensuite, ce qui se passait en projet était réinvesti dans les cours disciplinaires. Et ce, toutes disciplines confondues. Je prends l'exemple du français. Je n'intervenais pas dans le projet 1, mais j'avais organisé ma progression annuelle de manière à ce que ce qu'on travaillait en français au premier trimestre corresponde à des apports de connaissances qui puissent être utiles à la résolution des problèmes du projet 1. Et c'est la même chose pour le projet 2 et pour le projet 3. Donc on a vraiment croisé les programmes et la construction de nos progressions annuelles. Pardon. Je précise juste, avant que vous continuiez, que c'est le cas aussi des disciplines qui n'apparaissent pas au projet, le PS, la technologie. Les enseignants, même s'ils ne sont pas partie prenante en termes d'annualisation et de participation directe au projet, ont aussi établi leur progression annuelle pour alimenter le fonctionnement de la classe expérimentale. Chaque projet, donc les projets sont trimestriels, il y en a 3 dans l'année, se termine par un bilan entre les enseignants de la classe et les élèves et les enseignants. Et puis une double évaluation, on reviendra dessus tout à l'heure. Et même chose pour le projet 2 qui mêle histoire et civilisation, français, histoire, arts plastiques, anglais et documentation, même principe. Et puis le projet 3 qui vient de débuter, qui est autour de concret et abstrait, mathématiques, français, anglais, arts plastiques et toujours documentation. Pour ce qui est... voilà, et ensuite poursuivre ou non en classe de 5e, on poursuivra l'année prochaine, mais on s'était réservé le droit en début d'année, si jamais on constatait l'échec de ce qu'on essayait de mettre en place, de mettre terme à cette expérimentation. Bien entendu, on n'allait pas continuer pour continuer. Mais on était presque sûr qu'on allait. Oui, on était confiants. De manière à pouvoir mesurer les effets de l'expérimentation, il faut forcément pouvoir, comme l'a dit Mme Sierpinski, comparer les résultats de cette classe aux autres, d'où l'homogénéité entre les classes. Chaque projet pour nous vise 2 évaluations trimestrielles, donc 6 dans l'année, une individuelle et une collective, puisqu'on travaille énormément en groupe au sein du projet. Et pour mesurer justement l'écart entre les différentes 6e, mise en place de devoirs communs réguliers, en l'occurrence 1 par discipline et par trimestre minimum, de façon à vérifier que nos élèves qui, par exemple, au premier trimestre avaient 1h30 de français en moins hebdomadaire, ne réussissaient pas moins bien en français par rapport aux autres 6e, ce qui a été le cas d'ailleurs. Ils réussissent pas mieux non plus. On est sur les mêmes types de résultats. L'objectif, c'est de mener ce travail jusqu'à la fin de la 3e, avec la même classe, avec le même principe, en mesurant régulièrement les écarts, et aussi en visant forcément la réussite de nos élèves au brevet, dans la présence au collège, leur motivation et leur implication, et aussi leur orientation post-brevet. Donc les projets, je vous en ai parlé tout à l'heure, ils ont été imaginés en juin à l'issue de la confrontation des programmes, et ils ont été construits pour le premier projet durant les vacances d'été, pour le second pendant que le premier projet avait lieu, etc. On s'est appuyé sur les ponts qui existaient entre les disciplines, et on a décidé d'organiser les projets en graduant la difficulté. C'est-à-dire que le premier projet, l'objet et le vivant, que menait M. Marion, faisait appel à des connaissances et à des représentations moins complexes pour un élève de 6e que le dernier projet qui touche à l'abstraction, par exemple. Ça aurait été ridicule de commencer par l'abstraction avec des élèves venant de CM2. Donc voilà le résumé rapide des 3 projets. On vous reparlera plus précisément des 2 premiers dans quelques minutes. Je ne vais pas détailler ça puisqu'on va revenir dessus. Vous avez sur ce tableau les disciplines et le résumé du projet, mais on y vient.
Donc je vais laisser la parole à Monsieur Marion, qui était responsable du projet 1 du premier trimestre pour la SVT. Gaïa 5. Donc. Alors, concernant le premier projet qui s'intitule Gaïa 5, nous avons essayé de nous appuyer sur une problématique qui soit ludique et qui puisse stimuler l'imagination et la créativité des élèves au minimum. Pour cela, nous avons accordé un soin très important au scénario, également pour accrocher l'intérêt et puis la motivation donc, de ces élèves. Alors, tout est parti, comme c'est précisé ici, d'une mystérieuse vidéo dans laquelle une personne qui était censée représenter l'ONU expliquait, parlait de la découverte d'une nouvelle planète dans un système hors de notre galaxie et évoquait l'idée d'une possibilité d'habiter sur cette planète. Cependant, il était important d'avoir des informations supplémentaires la concernant. Et donc, cette personne nous posait aux élèves 4 questions qui consistaient en une mission que devraient accomplir les élèves. J'ai juste oublié un détail, c'est que cette vidéo, elle était exprimée en anglais. Vous voyez déjà vers quel tenant on va pouvoir se tourner. Donc, ce message délivré en anglais était le suivant, vous en avez la traduction ici. La première question, c'était quelles sont les caractéristiques physiques à la surface de Gaïa 5 ? Trouve-t-on de la vie sur Gaïa 5 ? Donc on voit qu'il y a des implications évidentes avec les sciences de la vie et de la Terre en particulier. Son sol renferme-t-il des ressources qui pourraient nous être utiles ? Et comment pourrons-nous gérer nos déchets là-bas, sous réserve qu'il soit possible d'y habiter, évidemment. Partant de là, les élèves ont été répartis en 6 équipes de 4, et sur la base de l'évaluation du palier 2, en fait, avec tous les résultats qui nous avaient été fournis par les professeurs des écoles, nous avons pu réaliser des équipes qui soient hétérogènes. Donc ça, c'était un choix de la part de l'équipe pédagogique, d'avoir des équipes hétérogènes. Et puis, nous avons commencé à laisser aller un petit peu l'imagination. On s'est donc retrouvé dans un vaisseau spatial. Alors, comme on n'avait pas de scaphandre spatial, on a quand même essayé d'apporter quelques éléments qui puissent paraître un petit peu ludiques. Donc, vous les voyez affublés de lunettes. Ils ont des badges qui permettent de les identifier. Ils ont une petite pelle parce qu'ils vont avoir à réaliser des petites découvertes, enfin une fouille en particulier une fois arrivés sur la planète. Et puis, ils vont se retrouver également avec des gants de spationautes. Donc notre voyage intersidéral va nous mener sur la planète Gaïa 5, et en particulier dans un cratère de Gaïa 5. Et le travail va commencer, donc réparti par équipe. Ils vont déjà commencer à réaliser des mesures sur les caractéristiques physiques de la planète. Et pour cette première séance, qui avait duré 3 heures, mise en scène comprise évidemment, donc j'avais fait appel au professeur de mathématiques, puisque c'était l'occasion de commencer les travaux de mathématiques. Nous avions une surface déterminée. Il y avait 6 équipes, donc il a fallu commencer par faire des calculs pour calculer cette surface et voir quelle surface allait pouvoir être attribuée à chacune des équipes, de façon qu'il y ait une équité entre ces équipes. Alors, bien les travaux ont commencé, vous voyez que ça ne traîne pas, puisque certains élèves, celui qui est ici en bas à droite, est en train de poser une division pour essayer de commencer à faire ces calculs. Donc, on travaille également ici, on est dans une démarche de projet d'investigation, et on a essayé de construire un maximum de tâches complexes. Alors, qui dit tâches complexes dit plusieurs chemins pour parvenir à un résultat, même si ces chemins peuvent parfois se trouver erronés. Donc, nous les avons laissés un petit peu à leur autonomie. Voilà. Une fois qu'ils ont réalisé les fouilles, ah oui, j'ai oublié de préciser quand même, dans le sable de la planète Gaïa, nous avions disposé différents objets qui allaient être indispensables pour pouvoir apporter des réponses aux questions qui avaient été posées au préalable. Alors, objets qui allaient pouvoir être détournés, par exemple, en art plastique pour expliquer une utilisation de ressources, et puis autres objets qui pouvaient constituer des éléments pour lesquels il allait falloir déterminer s'il s'agissait d'êtres vivants ou pas, en particulier en sciences de la vie et de la Terre. On peut passer à la suivante, je pense. Tous les résultats des travaux qui ont été effectués
nécessitait une traduction, puisque, vous vous rappelez, l'ambassadrice de l'ONU parle anglais, nous a transmis un message en anglais. Il était donc évident de devoir lui répondre également dans la langue internationale, qu'est celle-ci. Je ne sais pas si on peut passer les vidéos. Parce que ça... On en est peut-être juste en temps. On avait préparé quelques petites vidéos, mais bon, on va peut-être s'en passer ici. Ouais, on a le temps. On peut passer? Le Alors, problème, un c'est exemple. que du coup, les liens ne vont pas fonctionner, donc il faut... Je me suis désolé. Alors, un exemple. En se rendant sur Gaïa, donc il y a eu des études de milieu qui ont été faites, il y a des êtres vivants qui ont pu être étudiés, et puis on leur avait demandé à un moment d'imaginer une créature rencontrée sur la planète. It has got a red skin. It is a 2 centimeters height. It weighs 10 grams. It can run very fast. It lives in a burrow. It eats leaves and meat. En précision, les élèves, c'est début octobre, n'ont pas droit de lire de texte. Hein. It has got a red skin. Ils le font sans texte écrit devant. Donc vous avez entendu, cette créature, elle se nourrit de viande et puis de feuilles. Voilà, donc c'est un des habitants imaginés par Gaïa. Donc tous les élèves ont eu à réaliser ce genre de travail, en comparaison, bien sûr, d'êtres vivants qui avaient été observés en sciences de la vie et de la Terre lors des cours hebdomadaires. Voilà, donc on utilise les outils et les connaissances qui sont acquises en cours pour les investir dans le projet. Et par la suite, d'ailleurs, il y aura un retour. Ce qui est acquis dans le projet sera investi dans les cours hebdomadaires. Pardon. Oui, en art plastique, par exemple, ils avaient travaillé dans le cadre du projet autour d'Archimboldo. Ouais. Et pour la gestion des déchets, justement, nos élèves ont par exemple imaginé que les déchets pouvaient être utilisés pour la création d'œuvres artistiques. Donc on ne va pas vous rediffuser de vidéos, mais avec Madame Vautier, la professeure d'art plastique, ils ont travaillé à partir des déchets qu'ils ont récupérés sur la création d'œuvres d'art à la Archimboldo. À la façon. Voilà, et Madame Vautier et les élèves les ont photographiés régulièrement, de manière à ce qu'ils puissent observer la décomposition de ces déchets et retravailler et rebondir dessus avec Monsieur Marion à SVT. D'ailleurs, ces œuvres d'art éphémères vont constituer le support des prochains cours qui vont avoir lieu en SVT sur la décomposition de la matière organique. Alors vous avez ici deux exemples de documents utilisés par les élèves, ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on laisse de l'autonomie aux élèves qu'il ne faut pas avoir un minimum de rigueur. Et on a été dans l'utilisation, dans la situation d'utiliser des grilles d'évaluation et d'auto-évaluation par les élèves. Vous en avez un exemple ou deux ici. Et de croiser les disciplines aussi, parce qu'il pouvait arriver, et il arrive régulièrement qu'on intervienne dans tel projet en anglais, même si le contenu du temps de projet à ce moment-là concerne une autre discipline. Parce que toutes les disciplines se croisent et les choses sont en lien. Donc là, c'était des exemples de documents sur l'organisation. Voilà. Et puis, il y a eu un temps de restitution. Qui était véritable temps fort, hein, puisqu'il s'agissait de l'exposition des différents travaux réalisés par les élèves, alors que ce soit des travaux individuels ou par équipe. Et ces travaux étaient expliqués aux différentes personnes qui étaient là le jour de la restitution, à savoir l'équipe de professeurs, Madame la principale, qui avait hâte de voir le résultat de l'expérimentation premier projet. Et puis je crois que nous avons eu quelques visiteurs, dont certains se trouvent dans la salle d'ailleurs, qui étaient curieux de la façon dont se déroulait ce projet. Chaque élève, au cours de cette restitution, a pris la parole. Alors, c'était pas prévu. Il y avait en quelque sorte une personne qui s'était désignée volontaire dans chaque groupe pour présenter le travail sur un thème précis. Il se trouve que tous ont participé à la restitution, tous ont exprimé le souhait de vouloir parler et d'expliquer ce qu'eux avaient compris. Et ce que j'ai trouvé frappant, c'est qu'entre la première séance qui